Le ressenti. Alors, Jean-Michel Genestier nous donne des chiffres que je ne suis pas en moyenne contester, puisque, étant élu d'opposition, je n'ai pas accès à ces chiffres. Mais je sais qu'il y a un certain nombre de Rincéens, notamment dans les questions qu'on nous a posées à l'occasion des petites vidéos que j'ai faites, où je demandais aux Rincéens de me parler. Il y a un sentiment d'insécurité, notamment dans les rues, les vols de portables, etc., de nombreux cambriolages. Et donc, je pense qu'effectivement, compte tenu du fait, on en reparlera sur les finances, mais qu'il y a un petit peu d'argent pour l'investissement, il faut mettre l'accent sur l'équipement. Et je pense que des caméras de qualité, intelligentes, certaines fixes, qui permettent de repérer les plaques minéralogiques, les visages, etc., je pense que ce serait un gros plus. Alors, vous avez cité le Parisien ou bien des statistiques officielles. Il y a également un site qui peut être consulté par celles et ceux qui nous suivent en ce moment, qui s'appelle villeideale.fr. Je l'ai consulté moi-même pour préparer ce débat. Il est intéressant parce qu'il classe le Rincy plutôt dans le haut du tableau où il fait bon vivre à l'Île-de-France. Le Rincy semble effectivement être une perle, comme le dit la présidente de la région Île-de-France. Et la sécurité obtient 8,29 points sur 10. Comme vous l'avez dit, c'est effectivement une question de ressenti. Alors, l'un et l'autre, vous êtes exprimés sur vos pages Facebook là-dessus. Pierre Marissal, je vous pose cette question parce que vous avez un crédit supplémentaire de temps. Il vous avait par exemple été posé la situation d'un jeune qui s'est fait agresser, c'était sa maman, et vous lui disiez que s'il y avait eu vous lui répondiez que s'il y avait eu une caméra, on aurait été peut-être à même de retrouver éventuellement... Alors ça s'est produit notamment pour la fille d'un ami il y a quelque temps. Et, effectivement, elle a eu la chance de se faire, si j'ose dire, de se faire enlever son téléphone devant une caméra. Donc on a pu repérer la personne et comme le téléphone était lui-même équipé d'un moyen de traçage, les voleurs ont été arrêtés dans Paris le jour même. Okay. Alors il y a des questions comme ça qui arrivent sur vos pages respectives. Pour Union pour le Rincy, c'est-à-dire votre liste Pierre Marissal, vous avez un commentaire de Jimmy Drey qui dit « Il n'y a jamais eu de preuve de la part du maire sortant du nombre de caméras de surveillance ». J'ai envie de demander qui fonctionne, qui marche. Parce que je crois que quand vous êtes arrivé, ça ne fonctionnait pas. Alors, quand nous sommes arrivés, ça ne fonctionnait pas. Nous avons remis en route l'ensemble du système avec, comme l'a indiqué Pierre Marissal, des caméras très vieillissantes et sans forcément le haut débit, la bonne définition. Voilà. Alors, je comprends que l'administré qui pose la question et que beaucoup connaissent bien, puisqu'il est affidé au fait de poser des questions très rudes en général, donc il ne croit pas que les caméras fonctionnent. Pierre Marissal, en tant qu'élu de l'opposition, a visité, comme d'autres élus, eh bien, le centre urbain de supervision. Il a pu voir que les caméras fonctionnaient. Alors on ne les a pas fait tourner au moment où il est passé. Évidemment, nous avons des agents qui se relaient certaines heures derrière eh bien, ces prompteurs pour faire intervenir la police municipale autant que de besoin. Évidemment, avec 30 caméras, on ne couvre pas la totalité du territoire et c'est la raison pour laquelle il y a une complémentarité entre caméras et l'ensemble des forces de la police municipale qui interviennent en voiture, qui interviennent à pied et qui interviennent avec un système moderne depuis maintenant 6 ans que sont les gyropodes qui permettent eh bien, de regarder la population peut-être avec une hauteur un peu plus importante et avec une capacité d'intervention aussi tout aussi plus importante. Donc c'est la raison pour laquelle je pense ces chiffres ont tendance à diminuer, mais voilà, on comprend bien que lorsqu'on a un événement malheureux comme un cambriolage, on peut se dire qu'on craint pour ses biens, on peut craindre pour sa vie, et dans ce cas-là, on a forcément eh bien, un attrait pour la sécurité qui est forcément négatif et on fait tout pour que le Rincy, comme vous l'avez indiqué, eh bien, continue à être une ville plutôt sécure, alors, comme le ressentent la majeure partie des Rincéens, mais pas tous. Il y a d'autres réactions, je vais vous les donner. Je rappelle qu'en tapant le Rincy, ville idéale, on arrive sur ce site, qui peut y en avoir d'autres, où chacun aura des idées sur les ressentis, les statistiques, les notations des différentes villes en Ile-de-France. Alors, sur les caméras, nous avons des réactions, notamment, alors elles vont arriver, certaines nous disent que les caméras fonctionnaient dès 2014. Oui. Je vais juste pouvoir citer. Je vous confirme. On va le retrouver ici, je pense. Alors, il y a des clins d'œil également sur éventuellement le tournage de ce soir qui demande si ce sont des caméras posées par Raoult qui filme. Donc vous voyez, on peut avoir de l'humour tout en étant en campagne électorale, c'est plutôt sympathique.
Je suis en train de chercher les commentaires en direct. Donc par exemple là, M. Genestier est le seul à avoir vu les chiffres de la préfecture concernant la délinquance. C'est donc trop facile pour vous de donner des chiffres qui vous arrangent. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on doit répondre à... Marjorie Morise. Ah, bah écoutez, alors là, c'est la collection des opposants. Elle est conseillère municipale d'opposition, sortante, au moins jusqu'au 28 juin. Et elle devait et elle pouvait venir visiter le centre de supervision urbain. Elle aurait pu avoir l'ensemble des chiffres. Et je peux en rajouter, moins 27% de vol automobile sur un an entre 2018 et 2019, moins 21% de dégradation. C'est pas des chiffres qui arrangent, c'est simplement le fait d'un résultat. Et s'il y avait des augmentations, évidemment, on pourrait aussi les citer pour que, ensemble, tous ensemble, on puisse trouver les solutions pour pallier ce phénomène. Alors, je voudrais prendre la parole aussi. Je ne veux pas revenir sur les chiffres, on en a déjà parlé. Je ne veux même pas revenir sur les mandats précédents. Je veux dire simplement souligner ce que je disais, c'est-à-dire que les caméras fonctionnent, mais ce sont effectivement des caméras d'hommes et les spécialistes, moi j'ai un spécialiste, Albert Flachter, dans ma liste, qui m'explique qu'il faut aussi des caméras fixes, qu'il faut des caméras infrarouges qui voient la nuit, ce qui n'est pas le cas des caméras actuelles. Et j'ai un policier qui est dans la salle d'ailleurs, qui s'est fait vandaliser sa voiture sous une caméra et on n'a pas pu identifier les gens qui l'avaient fait. Donc je pense qu'il y a un vrai problème technique qui n'est pas de marcher ou de ne pas marcher, qui est de passer à la génération supérieure. Alors, moi, j'ajouterais quand même que la génération supérieure, on y est passé déjà sur une partie des caméras et on est en train de finaliser tout cela. Effectivement, voilà. Et ça vient d'un élément important parce que on fait de la politique locale. Ça vient d'un élément important qui est la dette technique. Le fait que, quand je suis devenu maire, il y avait cette dette technique, le fait qu'il n'y ait pas eu suffisamment d'investissement sur un nombre de sujets très importants, et notamment la sécurité, les bâtiments évidemment, et ça peut-être que nous pourrons en parler ultérieurement. Deux réactions, sachant qu'il y a des réactions croisées. Apparemment, les partisans de l'un vont sur la page Facebook de l'autre. Il y a donc de véritables forums. C'est très démocratique tout ça. Éric Rignard dit, à l'arrivée de M. Gestier, elles étaient neuves. Les caméras Intox et Gilbert Wolf précisent que ça fonctionne bien techniquement dans notre soirée. Mais sinon, nous avions un message qui nous disait... alors là, Jérémy Céline Kadosh, je confirme pour les caméras, je me suis fait voler ma voiture et les caméras ne fonctionnaient pas. Mais je pense que, si vous me permettez de prendre la parole, tous les gens que vous nous citez font partie de listes, et notamment de la liste de Pierre Marissal d'ailleurs, en particulier. Qu'on vienne me dire que les caméras fonctionnaient en 2014, qu'est-ce que vous voulez que je puisse prouver, à part le fait que le centre de supervision urbain était à Villemomble, que je l'ai ramené au Rincy pour plus de pratique et de proximité entre les caméras et la capacité d'intervention des policiers municipaux, et les annonces qui consistent à dire que les caméras étaient neuves en 2014 sont fausses. Voilà. Alors après, on ne va pas se renvoyer des éléments les uns les autres. La réalité, on la vit, je la vis en tant que maire, j'ai cette capacité à pouvoir décider, diriger cette ville, et je pense que, comme Pierre Marissal a pu le dire, il y a une deuxième étape à franchir pour qu'il y ait plus de caméras qui soient en haute définition. Je vous propose à tous les deux d'élargir, vous avez la main, Pierre Marissal, puisqu'il y a d'autres réactions qui concernent également les rues bordant l'école Thiers, et de véritables sueurs froides pour Sam Nalifi, chaque matin lorsqu'il faut emprunter ces rues qui bordent l'école Thiers. Pierre Marissal, si vous voulez réagir, et élargir au-delà même des caméras. Je vais répondre ça, mais je voudrais juste finir. Alors, je ne veux pas revenir sur les caméras qui ne fonctionnent pas dans des mandats intérieurs, etc. Je voudrais simplement dire que la dette technique, c'est vrai qu'il y en avait une en 2014. Je ne suis pas certain qu'elle ait été résorbée en 2020. On en reviendra après sur les grands projets, sur les travaux et sur les finances. Alors, pour les abords de l'école Thiers, moi, je me suis penché récemment, j'ai d'ailleurs fait une petite vidéo sur l'école Sainte-Clotilde. Il est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui amènent les enfants aux heures, alors peut-être pas pendant le confinement, mais avant et après, qui se garent mal. Il faut naturellement des agents municipaux pour faire une forme de police. Il faut aussi que les trottoirs soient dégagés. Et je pense que ce sont deux actions importantes. Donc sur les écoles, sur les écoles, parce qu'effectivement c'est ce qui intéresse. Voilà. Parce que je pense que c'est un problème d'école, parce que l'avenue Thiers, elle avait été aménagée justement pour que les voitures ralentissent sur l'avenue Thiers. Donc je ne pense pas que ce soit une question
de vitesse de voiture. C'est plus une question d'encombrement de parents qui déposent les enfants. Sur la question de Mme Nadifi, qu'on connaît bien, puisqu'elle est parent d'élèves et qu'elle est toujours très vive à l'encontre du maire. Donc vous voyez, c'est bien, on a majorité et opposition qui s'expriment. Je pense que cette personne s'exprime sur le chantier qui est en cours et qui est en train de se terminer, et sur la promiscuité entre les enfants et le chantier. Et donc tout est prévu pour que, à certains moments du chantier, les personnes puissent passer sur le trottoir opposé. C'est un problème technique qui a été résolu, et très largement résolu, depuis qu'elle est intervenue auprès de moi il y a à peu près 15 jours. Concernant ce que disait Pierre Marissal sur l'école privée Saint-Louis, il faut qu'il sache, peut-être qu'il ne l'a pas vu quand il s'y est déplacé, il y a la police municipale qui est à une entrée sur l'allée de Bellevue, et il y a un agent technique qui fait le passage pour les enfants des écoles maternelles. C'est vrai que c'est très complexe pour nos agents de pouvoir réguler sur un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, les parents qui se garent quelquefois de façon dangereuse. Et donc l'objectif, c'est qu'on puisse aussi réguler cette partie-là. Mais Pierre Marissal a raison en constatant l'incivilité de certains. Messieurs, sur le thème de la sécurité, nous avons normalement déjà dépassé le thème à partir, il en reste 7 autres, mais il y a des réactions sur les chauffards et des réactions également sur le radar qui avait été promis et qui n'est pas encore là, promis de boulevard du Midi. Je peux peut-être, puisque la promesse vient de moi-même. Je sais que Pierre Marissal s'est intéressé au sujet assez récemment sur la sécurité et la circulation au boulevard du Midi. C'est un boulevard à la fois de transit, mais aussi de répartition des véhicules sur les voies du Raincy. Parce qu'il n'y a pas de rue au Raincy. Tout à l'heure, vous avez employé ce mot de rue, il n'y en a pas. C'est l'ancien passé. C'est le passé du château qui fait que les voies du Raincy sont calquées sur les allées du château. Mais pour répondre à votre question, très clairement, il faut une autorisation de l'État pour mettre en place des radars pénalisant financièrement les automobilistes. C'est la raison pour laquelle, il y a maintenant 2 ans, je suis intervenu auprès du préfet qui a donné un accord pour qu'une étude soit faite par la sécurité routière. Et la sécurité routière a donné son aval, il y a maintenant plus de 6 mois, pour que nous puissions mettre à la fois un radar sur l'avenue Thiers, en proximité de la sous-préfecture, et sur le boulevard du Midi, juste en dessous de l'allée La Fontaine. Maintenant, il faut que, puisque c'est à l'État de les acheter, même si j'ai proposé que la ville puisse participer à l'achat de ces radars, l'État doit débloquer ses finances pour partie pour que nous puissions obtenir ce radar. Donc ce n'est pas une vieille lanterne, mais quelque chose de complètement nouveau et que nous pourrons mettre en place. Merci néanmoins de nous éclairer, même si ce n'est pas une vieille lanterne. Pierre Marissal, pour conclure sur ce thème de la sécurité, que nous puissions ensuite aborder le cadre de vie, je le dis pour celles et ceux qui nous suivent en ce moment en direct. Non, simplement sur le boulevard du Midi, ce qui m'intéresse au plus haut point, c'est le transit des camions de fort tonnage qui est interdit, mais qui est périodiquement contrôlé, mais qui ne peut naturellement pas aller tout le temps. C'est pour ça que j'avais demandé à ce qu'on installe un portique mobile, parce que la Duise, la rivière la Duise, arrive en haut du Raincy depuis la province pour amener de l'eau à Paris, passe sous le boulevard du Midi. Et si des camions de trop fort tonnage passent, ça peut faire des gros dégâts, non seulement pour la sécurité, mais aussi sur toutes les maisons en contrebas. Pour ce qui concerne donc la question de Mme Lafidi, je trouve que c'est une excellente transition pour l'environnement, puisque nous parlions de l'immeuble ICAD. Voilà. Parfait. Alors, je vous propose que nous abordions maintenant le deuxième thème de ce grand débat, thème consacré au cadre de vie, pour lequel il y a toujours le même principe de questions, normalement sur chaque page correspondant à la page Facebook officielle du candidat, et puis parfois, nous l'avons vu, ça se croise, les partisans de l'un vont écrire chez l'autre. Pour être au plus près maintenant du thème qui a trait au cadre de vie, là je me tourne vers l'anecdote, le projet Thierry Luron, projet à 10 millions d'euros, comment découvrir au moment des travaux que des pieux de fondation vont traverser des places de parking privées. Recevable ?
Alors, je veux bien répondre, mais je vais prendre mon temps sur ces sujets-là. Moi, Je pense que le sujet, c'est le pôle culturel en lui-même. Rien n'a été découvert, évidemment. Ce qu'il fallait, c'était pouvoir avoir un pilotage qui fasse qu'on puisse avoir un traitement technique sur le parking, parce que la masse du pôle culturel futur est d'un tiers supérieure à ce qu'elle était auparavant, et donc ça n'a pas été pris comme cela. Voilà. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai remercié l'adjoint qui était en charge de ce sujet. J'ai repris ce dossier pleinement. Aujourd'hui, les choses vont pouvoir s'opérer et donc les premières injections vont avoir lieu à partir du 14-15 juillet pour le soutien du parking. On n'a pas découvert la question des pieux, mais les études qui avaient été faites montraient que les pieux pouvaient arriver sur les parkings privés du 14 avenue de la Résistance. Ce sujet a été réglé, il est réglé aujourd'hui, il n'y a plus aucune difficulté avec la copropriété du 14 avenue de la Résistance, et donc les travaux eux-mêmes du pôle culturel pourront débuter en octobre, voire début novembre de cette année 2020. L'objectif étant, si évidemment les délais sont tenus, et je l'espère, nous aurons un pôle culturel flambant neuf en septembre, pour la rentrée de septembre 2022, en intégrant le conservatoire et évidemment la musique par le conservatoire, la danse et le théâtre, et donc ce pôle sera accessible à tous les Rincéens. Pierre-Marie Salle ? Alors, je ne sais pas qui est responsable de quoi, mais je sais que le maire est maire et qu'il est responsable de tout du début à la fin. C'était un projet de 2014 qui devait voir le jour en 2017. Et il est vrai qu'en 2014, on nous a présenté un projet d'architecte qui était de qualité et qu'on ne nous a pas parlé des sous-sols. Alors, les sous-sols, on savait pourtant qu'ils n'étaient pas en bon état, puisque l'adjoint qui avait fait Thierry Leluron, qui s'appelait Monsieur Foin, les vieux Rincéens se souviendront, m'avait dit, très fier de lui, on a construit Thierry Leluron sur des sources. Donc je suppose que dessous, ce n'est pas de très bonne qualité. Alors, je ne sais pas quelles sont les motivations ou les absences de motivation qui fait qu'on ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Mais enfin, quand il s'est agi donc de construire ce centre culturel, il s'est avéré que, comme vient de le dire M. Genestier, le projet était 30% plus lourd que le précédent et que la dalle existante ne pourrait pas le supporter. Et à ce moment-là, il s'est agi de construire une dalle plus lourde et qu'effectivement, à partir du moment où il fallait construire une dalle plus lourde, il fallait injecter des pieux et ces pieux passaient effectivement dans une partie privée du parking, public par ailleurs, qui se situe en dessous. Alors, on me dit que tout est réglé, je veux bien le croire, mais j'en serais absolument persuadé au niveau juridique quand l'Assemblée générale des copropriétaires aura voté à l'unanimité la modification des parkings et quand tous les problèmes techniques seront réglés. Ce que je trouve très dommage, c'est qu'on ait rasé Thierry Leluron avant d'être sûr de pouvoir construire un nouveau centre culturel. Et si j'ai bien compris, si on construit un centre culturel sous-dimensionné par rapport au projet initial, alors il va se poser le problème du regroupement de toutes les activités culturelles et on peut se demander si ça valait bien le coup de dépenser 11 millions d'euros pour raser un centre culturel et reconstruire à peu près l'équivalent. Je sens Pierre-Marie Salle critique, mais c'est normal, nous sommes dans un débat, il faut que les choses... Ce serait un comble de perdre des voix sur un centre culturel qui s'appelle Thierry Leluron. Oui, voilà, exactement. Enfin, qui s'appelait Thierry Leluron. Mais je pense que ce qui est important, c'est aussi de connaître les dossiers. Pierre-Marie Salle ne peut pas forcément connaître en détail les dossiers, il est dans l'opposition. Dire, par exemple, qu'il faut que le conseil syndical du 14 avenue de la Résistance s'exprime. Non, l'Assemblée générale même, non, il n'y a plus besoin d'expression du conseil syndical et de l'Assemblée générale de cette copropriété parce que, il n'y a plus de changement de la propriété des parkings. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est toujours gênant dans une campagne quand on lance comme ça des sujets, par l'intermédiaire du net, du web ou des candidats, et qu'on s'aperçoit qu'une partie des déclarations sont fausses. Et le budget, et donc, Jean-Michel Genestier qui explose, Jimmy Drey nous dit 14 millions, voire 15 à 20 millions au final. Mais M. Drey, il pourrait parler de 30 ou 40 millions. Je crois que ça ne le gênerait pas puisqu'il est coutumier du web et des exagérations. Il y a eu quand même dépassement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai repris ce dossier.
parce qu'il y avait dépassement par rapport au budget d'origine. Et donc, en reprenant ce dossier, on a réduit, non pas les espaces, mais on a réduit le volume financier tel qu'il devait nous amener à un dépassement des objectifs. Et vous le savez probablement, mais quand on prévoit quelque chose, on doit le gager. C'est-à-dire qu'on doit savoir comment on le finance. Et donc, je ne souhaite pas, après avoir désendetté la ville, la réendetter avec une seule opération. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la piscine sera terminée sans qu'il y ait un emprunt. Et c'est la raison pour laquelle aussi 15 millions d'euros sont dans les caisses de la ville et permettront à celui qui redeviendra maire, je l'espère, ou qui pourrait devenir maire, d'avoir toute latitude pour pouvoir gérer la ville sans augmenter les impôts. Bon, la piscine pour remettre à flot les finances, c'est intéressant. Je fais des clins d'œil. Exactement. Je fais des clins d'œil sur ce qui se dit sur les commentaires. Oui, effectivement, c'est bien, et vous me corrigez parce que le fil évolue très vite, c'est bien la duise dont vous parliez, et qui ne doit pas nous mettre dans la nouise, bien sûr, ou mettre dans la nouise. Vous voulez réagir, Pierre Marissal, parce que c'est effectivement... Alors, oui, je veux réagir à deux titres. Alors, je suis effectivement chef du principal groupe d'opposition. Je demande qu'à être tenu au courant s'il y a des évolutions. Ce que je sais, c'est que le projet tel qu'on nous l'a expliqué il y a quelque temps consistait à dire aux gens qui avaient des parkings qui avaient la malchance d'être traversés par des pieux, on va vous donner un parking ailleurs en compensation. Et alors, ils étaient déjà pas très contents si le parking était plus loin de leur ascenseur quand ils revenaient des commissions. Mais en plus, c'était des parkings, ce que j'avais compris, qui étaient sur le domaine public, qui étaient des parkings qui se trouvaient dans le parking public. Et donc, il fallait transférer la propriété d'une partie des parkings publics au parking privé. Si, depuis quelque temps, tant mieux, on a trouvé une solution uniquement à l'intérieur des parkings, pourquoi pas? Moi, je ne souhaite pas naturellement du mal au racisme. Ce que je dis, c'est si on peut faire rapidement le centre culturel, faisons-le. C'est vrai que ça va coûter très cher pour un truc qui ne sera pas très différent de Thierry de Luron. Mais si on ne peut pas le faire rapidement, reposons-nous la question de fond. Alors, sur les 15 millions, il faut quand même savoir qu'il y avait de l'argent qui était resté, alors là, dans les finances antérieurement, puisque j'étais adjoint aux finances, je m'en souviens. Vous aviez d'ailleurs fait un audit qui l'a prouvé. Et qu'il y a eu des ventes, notamment d'ailleurs Coro, etc., qui ont grossi ce patrimoine. Et que, donc, c'est vrai qu'il y a une grosse cagnotte en capital, pas en flux. D'ailleurs, nous y reviendrons quand on parlera des finances, et que cette cagnotte peut être utilisée à faire des travaux d'investissement sans emprunt. Mais c'est un fusil à un coup. Donc il faut faire très attention à ce qu'on finance. Je vous propose d'aborder le troisième thème. Nous en avons 8 de prévus durant ce débat. Il y a eu des questions sur pourquoi un pupitre pour Claire Gisard et parfois des réponses. Parce qu'il était prévu que les 3 candidats qui se présenteront devant les suffrages des Rincènes et des Rincéens dimanche soient présents ce soir, et au dernier moment, Claire Gisard a préféré se désister. Donc, le thème à présent du cadre de vie qui est presque lié, puisque ça, nous l'avons vu, le cadre de vie, mais commerce et activité économique, et tous les deux, vous vous êtes prononcés. Il y a des vidéos qui circulent sur vos pages Facebook respectives, notamment Jean-Michel Genestier pour vous féliciter d'une poissonnerie, promesse tenue. Quant à vous, Pierre Marissal, votre promesse, c'est également qu'il y ait plus de restaurants, qu'on n'ait pas besoin d'aller à Paris, je crois. Alors, plus de restaurants, mais c'est quand même pas le problème de fond du cadre de vie, parce que le problème de fond... Pour le cadre de vie. Commerce et activité. Je suis désolé, parce qu'on n'en a pas parlé du cadre de vie, excusez-moi. On a parlé de centre culturel Thierry Le Luron, qui est d'ailleurs grand projet. Le cadre de vie, je tiens à en parler, parce que c'est le problème essentiel qui se pose au RACR. Les deux problèmes du RACI, c'est quand même la densification, et c'est quand même la loi SRU et les logements sociaux. Donc je crois qu'il faut absolument en parler. Voilà. Alors... donc, pour ce qui concerne le cadre de vie, d'ailleurs, je vais faire 3 minutes de politique. Et acceptez-vous, pardon, Pierre Marissal, pour celles et ceux qui nous suivent, puisqu'on leur a annoncé les thèmes, que le cadre de vie et les grands projets, nous puissions en faire un seul grand thème. On vient de le traiter, le grand projet, puisque... alors après, il y a Valère Lefebvre, on pourra en parler, voilà. Mais comment... Ok. Mais je voudrais quand même revenir sur le cadre de vie et sur, en gros, le problème d'urbanisme en général. Alors, il faut voir, là je vais faire de la politique 2 minutes,
que le gouvernement actuel et son représentant, le préfet et le sous-préfet, souhaitent densifier au maximum la Seine-Saint-Denis, et notamment, il est prévu la création de 70 000 logements, ce qui est juste une hérésie absolue. Et on l'a vu récemment avec la fameuse affaire des Carrières de l'Ouest, puisqu'il y avait 14 hectares limitrophes du Raincy, mais qui se seraient déversés sur le Raincy, où on devait construire 2000 logements pour 5000 personnes. Et ça, c'était très appuyé par la préfecture. Et sur le Raincy également, on l'a vu dans le plan local d'urbanisme, il y a eu des pressions très fortes départementales pour une densification forte. Et là, je crois que comme pour les Carrières de l'Ouest, il faut à la fois une mobilisation citoyenne et associative, et il faut aussi que la mairie sache dire non. Et alors, c'est ce que je dis souvent. Moi, j'ai 42 ans de fonction publique. Quand j'ai commencé, mon premier patron était un politicien brillant qui m'avait dit la fonction publique, c'est du beurre. La vertu la mieux partagée, c'est la lâcheté. Si tu as du courage, tu feras ce que tu voudras. Eh bien, je crois qu'en Seine-Saint-Denis et au Raincy, si on veut se battre, on arrivera à arrêter la densification. Alors qu'on n'a pas tellement vu pendant ces 6 ans, mais il y a quand même beaucoup de projets. Ça, c'est un aveu de la part de Pierre Mérissal de dire on n'a pas vu la densification pendant ces 6 ans. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de densification. Non, voilà. Attendez, il y a des projets qui sont en cours et qui vont sortir. On peut en parler. Et puis il y a quand même la grosse hérésie, ce que M. Lesage, qui est l'architecte urbanisme bien connu du Raincy et qui connaît, dit, qui a dégradé le Raincy plus en 6 ans que dans les 18 ans précédents, c'est l'immeuble ICAD qui est trop grand, trop devant, pas assez aéré, et qui casse la perspective qui va du rond-point de Montfermeil jusqu'au pavillon de Pavillon-sous-Bois. Donc, premier problème d'intensification. Deuxième problème, l'OSRU. Parce qu'on essaye de nous culpabiliser avec les logements sociaux, alors que le Raincy, c'est le seul secteur résidentiel de Seine-Saint-Denis, et la mixité, c'est dans les deux sens. Et s'il n'y a plus de secteur résidentiel en Seine-Saint-Denis, eh bien, les riches seront à l'ouest et les pauvres à l'est. Le Raincy est une ville équilibrée, ce n'est pas une ville de gens riches. Il y a un tiers de gens aisés, un tiers de classe moyenne, un tiers de gens en difficulté. Un tiers de gens en difficulté, c'est un tiers de plus, si j'ose dire, que 20%. Et donc, il y a deux types de logements sociaux. Il y a les logements sociaux estampillés avec surcharge foncière, avec, excusez-moi d'être un peu long, mais c'est important, et avec des organismes HLM. Et puis, il y a les autres logements sociaux qui sont des logements pas chers et qui sont vendus par des marchands de sommeil, qui sont loués par des marchands de sommeil dans des conditions dégradées à des populations en difficulté. Et moi, je dis, il ne faut pas rajouter des logements sociaux à la structure actuelle de la ville, sinon on va la déséquilibrer, il faut garder ces 3 tiers, mais simplement, il faut transformer les logements indignes et insalubres en logements estampillés sociaux. Pour ça, c'est une affaire de début de mandat. Dès le début de mandat, il faut identifier ces lieux. D'ailleurs, on les connaît, il y en a une 50aine sur l'avenue de la Résistance, l'avenue Thiers. Il faut les exproprier et il faut faire des logements sociaux de qualité, et ce qui ne changera en rien la sociologie du Raincy et qui permettra de faire face aux impositions de la loi SRU. Okay. Excusez-moi, j'étais un peu long. Égalité de temps tous les deux, 23-10 pour vous, Pierre Mérissal, et 23-39 pour Jean-Michel Genestier. Je vais peut-être parler des logements aidés et des logements conventionnés. Comme l'a indiqué Pierre Mérissal, la loi nous oblige, et ça c'est important de le dire, d'ici à quelques années, avoir 25% de logements aidés ou de logements conventionnés. Moi, je ne les appelle pas sociaux parce que justement, nous sommes toujours dans une technique qui vise à faire que ces logements, dits sociaux, eh bien, on ne les voit pas, qu'il n'y ait pas de différence. J'ai été très choqué d'ailleurs, je regrette l'absence de Claire Gisard, quand elle avait stigmatisé sur une carte les logements sociaux. Je peux vous dire que les gens pleuraient dans mon bureau en disant « mais on a été stigmatisés comme si nous étions différents des autres ». Et les logements aidés, des logements conventionnés, ce sont des gens comme vous et moi qui y vivent et qui ont un emploi ou qui pourraient en avoir un et qui souhaitent surtout avoir une vie équilibrée. Et donc l'objectif pour nous, c'est très clairement, et nous l'avons engagé, Boulevard de l'Ouest et sur d'autres sites, c'est de récupérer des logements existants, souvent gérés par des marchands de sommeil, et faire que ces logements eh bien, soient réhabilités par des systèmes que nous avons montés. Je pense à l'établissement public foncier d'Île-de-France qui nous a aidés pour quelques logements et faire qu'aujourd'hui, je peux vous dire aujourd'hui qu'à Avenue Thiers, il y a 16 logements qui sont en cours d'être récupérés par un bailleur pour qu'ils deviennent des logements aidés ou des logements conventionnés et faire que, eh bien, on ait de nouvelles populations qui soient des gens qui travaillent, eh bien, comme tous les Rincéens, en tout cas tous ceux qui ont envie de travailler. Donc, convergence de la part de tous les deux pour
partir en lutte contre les marchands de sommeil. Il y a une question qui a été posée sur la page Union pour le Vinci 2020, pardon, on dit 2020 parfois pour verrouiller les documents administratifs. Est-ce que les logements, la valeur des logements a augmenté sur la commune, pour la ville du Vinci? Moi, je peux vous répondre. Quand on dit la valeur des biens matériels et donc du foncier, oui, l'augmentation est en moyenne de 10% sur la ville en 6 ans. Ce qui veut dire que, on le pense, les politiques qui ont été menées, et la politique qui a été menée a permis cela. C'est une confiance pour le Rincy. Et aujourd'hui, quand vous interrogez les agents immobiliers, ils n'ont pas suffisamment de biens en vente et il y a pléthore de gens de l'extérieur du Rincy qui souhaitent s'installer au Rincy. C'est-à-dire que cette pépite du Rincy, elle est attirante. Et c'est vrai que je me suis dit, mais elle est tellement attirante, comment se fait-il que j'ai pu avoir de l'opposition? Mais je pense que, évidemment, il y a forcément des sujets sur lesquels on doit échanger. Le Rincy est une pépite. Plus 10% en 6 ans sur la valeur des biens des Rincéens. Et ça, c'est un élément évidemment important qui montre qu'il y a ce facteur d'attirance et ce facteur de sécurité. Alors, sur l'augmentation des prix, là aussi, je suis un peu gêné. Je ne veux pas aller contre une belle image du Rincy. Je ne veux pas dire que excusez-moi, Pierre-Marie, mais j'ai mon compteur qui tourne encore, donc je ne parle plus. Voilà. Si on pouvait suivre bien. Voilà. Merci. Alors, mais quand même, on doit considérer que l'immeuble ICAD, qui a été vendu à un prix inférieur à ce qui était considéré par les bailleurs sociaux, qui l'estimaient entre 10 et 13 millions et qui était vendu 7 millions, a amené le prix de vente, notamment en prix d'appel à 450 €. Ben, la preuve, c'est que l'immeuble Pitch n'a pas pu voir le jour, puisque ils n'ont pas pu s'équilibrer parce que... Ce n'est pas une preuve. Oui, bon. Mais Pierre-Marie, voilà. On ne va pas être élevé, je ne veux pas non plus accabler là-dessus. Ce que je peux dire, à titre personnel, j'ai un pavillon que j'ai fait estimer il y a 10 ans et qu'on m'a estimé aujourd'hui 10% de moins. Mais c'est vrai que c'est les pavillons. Voilà. Maintenant, ce que je souhaite, effectivement, c'est que la valeur des biens reparte. Donc, on ne va pas... mais elle n'a pas besoin de repartir, puisqu'elle peut aller au-delà, puisque c'est déjà plus 10%. Mais je voudrais revenir sur les logements sociaux dont nous parlions. Alors, je suis très heureux d'entendre Jean-Michel Genestier préconiser la rénovation des immeubles dégradés, et c'est absolument dans ce sens-là qu'il faut aller, et bravo. Mais en revanche, il y a quand même toute une litanie d'immeubles 100% sociaux qui vont sortir, et ça, je suis assez contre. Alors, je peux les citer. Juste, Pierre-Marie, sans vous couper, mais vraiment, ça, c'est de la campagne électorale. Bon. Parce qu'on peut citer des choses, mais c'est 10 logements, c'est 15 logements. Oui, il peut y avoir à un moment le 55 boulevard de l'Ouest qui a été réhabilité avec 14 logements. C'est une erreur. Voilà. Il a été réhabilité, ça va dans le sens de ce que vous souhaitez. Non, c'est un immeuble de qualité. Alors, le 55, je ne suis pas d'accord. C'est un immeuble de qualité qui a été vendu par un propriétaire unique, par facilité à un bailleur social, et c'est une hérésie, 55, de faire un immeuble 100% social en zone purement pavillonnaire. Là, je suis absolument contre. Non, il faut que tout le monde comprenne, c'est pas un immeuble qui a été construit, c'est un immeuble qui existait, qui est en meulière, qui était en bon état, mais qui allait partir, comme vous le savez, quand c'est divisé, on ne sait plus tenir ces immeubles-là. Et il est important de leur donner un avenir, et l'avenir, aujourd'hui, il est assuré pour cet immeuble, et c'est très important. Pour 14 logements. Sur ce point précis, je ne suis pas du tout d'accord. Mais bon, on va partir. Alors, il y a quand même le 4 allée du Télégraphe, il y a l'ancienne gendarmerie. Mais il n'est pas construit. Vous me parlez de choses qui ne sont pas construites. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'il y a des permis accordés à des opérateurs sociaux, là, en l'occurrence, il s'agit de 3F, qui font qu'il va sortir, on n'y prend rien, des immeubles 100% sociaux qu'on n'a pas vus pendant le mandat, mais qui ont été décidés pendant le mandat. Et je voudrais, si Pierre Marissal parle du 4 allée du Télégraphe quand même, c'est emblématique. Vous étiez dans l'équipe d'Éric Raoult. C'est ce que les Rincéens n'ont plus voulu. Vous avez fait cette alliance et c'est la loi démocratique. Vraiment, c'est la loi démocratique. Mais le préfet n'ont plus voulu d'Éric Raoult et de ceux qui l'ont aidé. Ça a été assez clair en 2014. Et donc, au 4 allées du Télégraphe, c'est une préemption de l'État. Éric Raoult voulait, avec vous, faire une promotion immobilière. Le préfet a préempté et a dit il y aura des logements sociaux à cet endroit. Moi, je suis arrivé à ce moment-là. Il fallait réduire le nombre de logements, ce que j'ai fait, puisqu'il y avait plus de 40 logements prévus par Éric Raoult, et aujourd'hui, c'est une vingtaine de logements. Et à chaque fois, le travail, il est fait comme ça. Pierre Marissal a parlé de la Plastière.
Regardez ces immeubles. Moi, je veux bien que les spécialistes disent que tout est cassé, mais évidemment, c'était le jeu de la campagne. Mais regardez la qualité de ces immeubles. C'est du pur rincéen. Lorsqu'on voit les immeubles où est situé au bureau, c'est aussi de la qualité. Ah oui, et tout est fait dans la qualité. Et regardez mon mandat, toutes les constructions sont dans la qualité. Et les rincéens, une fois qu'on a dépassé, évidemment, les premières épures, très clairement, les rincéens disent « Ah oui, chapeau ». Et aujourd'hui, vous savez ce qu'ils disent quand on va sur la Plastière ? Ah bah oui, finalement, c'est pas mal, c'est pas du béton. Messieurs, Il y a une diversité au récit parce qu'on n'entend pas les mêmes choses. Moi, je ne veux pas revenir sur l'immeuble ICAD, les rincéens jugeront. Mais sur le droit de préemption et le droit de désignation, qui est encore pire, je rappelle quand même que la fin d'Éric Raoult, il l'avait récupéré, puisque même on nous avait diminué la pénalité SRU. Alors, c'était effectivement avec des résidences étudiants, avec des choses comme ça, mais à l'époque, on l'avait. Et ce que je crois, et c'est pour ça que je dis qu'il faut se battre, et faisons-le ensemble si vous voulez, mais moi, si je suis maire, c'est ce que je dis souvent, je louerai une tente Quechua, j'irai la mettre devant le Palais Bourbon, et je ferai une grève de la faim jusqu'à ce qu'on me rende le droit de préemption. bon, alors Marie-Claude Demande, qui est journaliste politique, Elle pourra me prendre en photo. et qui est une habituée, couvrira et fera des choses. Voilà. Je vous propose de prolonger cette partie-là du débat, cette thématique autour de l'immobilier, des grands projets, mais sur vos pages respectives, parce qu'on a eu beaucoup de questions, et en fait, elles sont liées. Alors, c'est une question de transition, certains ont dit, oui, mais on a le souci du RERE qui amène du monde, et donc la question de vie quotidienne qui a été posée régulièrement a été celle des places de crèches, et ensuite pour les écoles, les petites écoles, la jeunesse. Alors, est-ce que vous acceptez que nous soyons sur maintenant le thème de la petite enfance et de la jeunesse, puisqu'il est venu en premier avec, et là c'est sûrement une question qui est posée pour vous, Jean-Michel Genestier, la privatisation des crèches, ce n'est pas apparemment apprécié par tout le monde. C'est l'externalisation de certains sujets. Et on traite d'un sujet qui est transverse, c'est-à-dire que comment le personnel municipal a été géré. Il a été géré avec bienveillance, mais tout le monde ne pense pas cela. Parce que quand je suis arrivé, il y avait 325 employés municipaux. Il y en a aujourd'hui 170. Ce n'est pas une gloire en soi. Mais comment j'ai pratiqué la gestion sur tous ces sujets? Et je vais répondre à votre question de la crèche. Eh bien, j'ai regardé les taux d'absentéisme par service. Ils étaient très importants. Je me suis aperçu que la ville n'était pas gérée. Elle n'était pas gérée au quotidien. Il y avait des habitudes de prise, il y avait quelques coups de gueule de temps en temps, mais l'essentiel, c'était de remettre l'église au milieu du village et faire que les employés soient remis au travail. Certains bossent comme des damnés, vraiment, je le dis, je suis très fier du personnel municipal, et puis d'autres sont un peu moins travailleurs. Et donc aujourd'hui, on a 170 employés. Quand j'ai vu la qualité de ce que nous pouvions faire en termes de garde d'enfants, de petits-enfants, eh bien, je me suis dit qu'il fallait externaliser. Et donc, nous l'avons fait. Peut-être que vous avez certains internautes politiques qui vous disent que ce n'est pas bien, mais au vu du degré de satisfaction des parents pour nos crèches, la crèche Anne-Franck en particulier, mais aussi Bueno-Richard et la Halte Garderie, très sincèrement, ce n'est pas sur ce sujet qu'on peut avoir des remarques négatives. Et donc nous avons aussi, en réalisant cela, à budget quasiment constant, augmenté de plus d'un tiers le nombre de places de crèche. Et ça, c'est aussi un élément. Et nous avons eu un regard particulier en direction des assistantes maternelles, parce qu'elles sont 55, ces assistants ou ces assistantes maternelles libérales, et nous avons aussi tendu la main parce qu'aujourd'hui, il y a une politique qui vise à ce qu'elles puissent se retrouver dans différents lieux et que les enfants du Rincy, quel que soit le mode de garde, eh bien, ce soit sécurisé. Et les crèches privées, eh bien, plusieurs crèches privées se sont installées parce que nous avons souhaité avoir des crèches privées pour avoir une gamme complète d'offres pour la garde d'enfants. Cette offre, je pense, n'est pas complètement satisfaisante parce que la vie évolue et nous avons heureusement beaucoup de Rincéens nouveaux avec des enfants. Eh bien, ces offres devront augmenter et nous avons pour projet de les augmenter aussi. Pierre Marissal, vous avez envie de réagir sur ce thème? C'est un thème qui m'intéresse beaucoup parce que je suis très attentif à la famille. Je pense que la vraie richesse, c'est les enfants et qu'il faut aider les familles. Étant entendu que les femmes désormais veulent travailler et que si on veut faciliter le fait que les familles aient des enfants, il faut trouver des solutions de garde. Donc ce à quoi je m'engage, je l'ai mis dans mon programme, c'est que chaque maman ait une solution de garde et que la ville s'en occupe. Alors, je voudrais revenir un peu sur les différents, rapidement, sur les différents, mais j'ai de l'avance, sur les différents problèmes.
Les crèches. Les crèches, effectivement, ont été privatisées. Alors, moi, je ne suis pas dans l'absolu contre la privatisation. Je répète que je travaille dans le secteur public et que, naturellement, dans tous les secteurs protégés, on maintient dans l'activité protégée le cœur de métier et qu'on cherche à externaliser ce qui est un peu périphérique. Ce que je reproche, c'est la méthode, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'on a externalisé un peu brutalement et surtout, on ne contrôle pas assez. Et on ne contrôle pas assez, là j'en reviens à ce que vous disiez sur le personnel, c'est que, alors je ne veux pas rentrer dans les débats, bien que j'ai cru comprendre qu'il y avait grève de certaines catégories de personnel aujourd'hui, mais je pense que... C'est la façon dont Jean-Michel Genestier, le maire, se comporterait vis-à-vis des agents. Alors, et alors, même si j'ai du retard, non, mais là, même si j'ai du retard, il y a eu effectivement ce matin, curieusement, 3 jours avant les élections municipales, une grève avec 9 participants, dont 2 personnes en maladie. Et cet après-midi, il n'y en avait plus que 7 provenant d'un service. Donc, quand on dit certaines catégories de personnel, je peux vous dire que la plupart des personnels sont courageux, vivaces et ont envie de faire qu'ils atteignent la satisfaction totale des Rincéens. Et ils l'ont prouvé dans le cadre du Covid parce qu'ils ont été très très présents et je les remercie à cette occasion. Si je peux reprendre donc sur les crèches, donc ce que je disais, c'est que l'externalisation, je pense qu'on l'a fait peut-être un peu brutalement, mais c'est fait. Mais surtout, lorsqu'on externalise, il faut des cadres de qualité pour contrôler ce qui se fait. Alors là encore, comme sur le rond-pointier, on ne doit pas fréquenter les mêmes personnes, parce que j'entends parler beaucoup de mamans qui se plaignent du fonctionnement des crèches, notamment publiques. Les crèches privées, il n'y a rien à en dire. Si le marché répond à des besoins, c'est très bien. Sur les crèches publiques, en plus, on parle de contrats qu'on veut faire passer avec les employeurs, etc., qui sont, paraît-il, déductibles d'impôts, mais qui sont compliqués, etc., par rapport au fonctionnement antérieur. Alors, donc, les crèches, il faut les contrôler mieux, et il faut que les services municipaux les contrôlent mieux. Il faut aussi une grande transparence dans la désignation des heureux élus dans les crèches. Et il faut probablement l'avancer un peu dans l'année parce qu'il y a des problématiques pour les assistantes maternelles. Des parents qui ne savent pas s'ils ont des places en crèche, ils demandent des assistantes maternelles, on leur trouve une place en crèche un peu avant les grandes vacances, et l'assistante maternelle se retrouve avec son quota pas rempli, ce qui peut lui poser des problèmes, notamment financiers. D'ailleurs, des assistantes maternelles, moi j'en ai recensé 120, et on leur a supprimé le réseau d'assistantes maternelles, que je pense qu'il faut rétablir, les possibilités de se réunir, Juste une question pour tous les deux, très pratique, qui est là sur vos pages respectives. Il fait 35 degrés dans les crèches, là. Est-ce que l'un et l'autre... Dans le studio également. Même un peu plus. Effectivement. La chaleur monte au fil du débat. Est-ce que vous avez des solutions à apporter l'un et l'autre pour le prochain mandat, si vous êtes le maire, sur 35 degrés dans les crèches? Je ne sais pas si c'est précisé. Alors, je n'ai pas la mesure de la température, je l'ai toutes les semaines pour voir les évolutions, je ne l'ai pas eu aujourd'hui, c'est bien dommage, mais si tel était le cas, évidemment, on pourrait résoudre ce problème dès demain avec des systèmes de ventilation qui sont mobiles et qui sont fournis par l'entreprise qui gère nos crèches aujourd'hui. Voilà. Alors moi, je reviens à ma proposition sur les équipements municipaux. C'est compte tenu du fait qu'on a actuellement, si j'ose dire, une cagnotte. Alors, il faut la distribuer de façon naturellement sélective et intelligente. Mais, et compte tenu du fait qu'en revanche, on a des difficultés à équilibrer la section de fonctionnement, c'est-à-dire les dépenses courantes par rapport aux recettes des impôts, on en reparlera tout à l'heure. Moi, je serais assez partisan, parce que maintenant, ça se fait partout, jusque dans le nord de la France, d'installer des climatisations intelligentes et modernes, qui soient respectueuses du développement durable et de rendre HQE exploitation nos immeubles municipaux, en n'oubliant pas, parce que c'est un point important, la mise aux normes handicap. Notamment à la mairie, il y a un trou depuis 2017, il faut absolument un ascenseur. C'est votre façon de ne pas faire venir votre ancien... Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Il aurait la possibilité de faire venir tous les conseils municipaux. Quand on est une ville de 15 000 habitants, on a aussi une limitation dans le nombre de cadres. On pourra en embaucher beaucoup plus. Et Pierre Marissal le sait bien, il a sur sa liste quelqu'un qui a été responsable des services techniques, qui a posé une question tout à l'heure. Et donc, il connaît bien ces sujets-là. Mais il faut des gens de très grande qualité qui puissent traiter un grand nombre de sujets. La dette technique, ça existe. Et aujourd'hui, on est sur un front complet
d'éléments qui n'ont jamais été traités à la fois par Éric Raoult et par Pierre Marissal. Et donc Et par là, Jean-Michel Genestier. on a l'impression que... Ben oui, mais Mais Jean-Michel c'est le problème, Genestier, j'ai jamais- Jean-Michel Genestier, Jean-Michel Genestier, enfin j'ai traité, on va pas parler voilà, à cette personne, j'ai traité la question de la piscine, ça sera résolu alors qu'elle était pourrie, puisqu'il n'y avait plus d'air, il n'y avait plus de circulation d'air, et que la volonté politique d'Éric Raoult, c'était de faire qu'il n'y ait plus de piscine au Rhinci. Moi, j'ai repris les choses à l'envers. Bon, écoutez, c'est clair. Enfin, c'est clair. Non, c'est net, pardon. On est sur... Voilà, on ne fait pas de publicité pour les absents. Puis ce qui est trop clair n'est pas intéressant. C'est Alexandre Solzhenitsyn qui disait ça. Donc voilà. Voilà. Mais il faut quand même être clair dans le débat. Voilà. On peut parler. De la notoriété, alors, cette piscine, là aussi, elle a été vendue à l'extérieur. C'est-à-dire, quand je dis vendue à l'extérieur, on y a fait venir des productions et on a pu ramener aussi de l'argent dans le budget de fonctionnement. Parce qu'aujourd'hui, on parle de choses, d'éléments, le budget de fonctionnement, le budget d'investissement. Quelle est la réalité du Rhinci? C'est que la piscine sera ouverte au mois de septembre. Vous avez pu en voir des photos, différents éléments, et on est certain que les Rinciens pourront bénéficier du hammam, du jacuzzi et d'autres éléments. Sur le plateau, le hammam est ouvert. Alors, moi, je voudrais revenir sur la piscine quand même, parce que la piscine devait ouvrir en septembre de l'année dernière. Elle a déjà été reprise en 2015. Je vous ai interrogé au conseil municipal de novembre, je crois, à la demande d'une maman qui voulait que son fils passe le bac piscine, enfin avec natation. Et je vous ai demandé si elle ouvrait en janvier. Et vous m'avez dit oui, vous pouvez lui répondre. C'est vrai. Alors voilà. J'ai dit ça. Janvier, c'était avant le confinement. Et il est important de toujours dire la vérité. C'était avant le confinement. On a eu des aléas, les aléas de chantier. Alors là, c'est pas les pieux du pôle culturel, mais c'est des sources où effectivement, pour tenir le sauna et le hammam, eh bien, il y a eu des pieux qui ont été positionnés. Les entreprises ont subi des aléas très forts qui ont retardé tout cela. Ensuite, on a eu le Covid. Moi, je peux vous assurer qu'en septembre, on aura cette piscine. Pour y avoir été, elle évolue bien et on aura un bel objet. Mais je pense qu'on ne doit pas je sais pas le terme, on ne doit pas se chicailler là-dessus. On doit être content d'avoir une belle piscine, qu'on soit dans l'opposition ou qu'on soit maire. Parce que c'est le plus du Rhinci. Et c'est ça qui fait que la valeur des biens augmente aussi. Voilà. Donc, il faut rattraper, il faut faire les choses au mieux. Tous les deux, vous êtes présentés au mois de mars. On a eu ce confinement, cette pandémie. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez modifié une part de votre projet, de votre vision, si vous devenez le maire du Rhinci? Parce qu'il y a ce fameux dit monde d'après, en tout cas des prises de conscience environnementales, sociétales. Alors moi, évidemment, il y a beaucoup de changements. Il y a d'abord un changement à court terme, c'est-à-dire que toutes les PME, notamment les commerces, sont en difficulté. Alors, moi, je travaille dans un établissement, finalement, dont c'est l'objet, donc je suis à disposition de tous ceux qui veulent demander des conseils pour les aider. Mais ça, c'est un titre professionnel, là, on est bien d'accord. Non. Mais également, alors là, on va dire à titre, ce que nous avons dit, écrit dans un de notre acte, c'est que si nous gagnons les élections, la première année d'indemnité d'élu sera réglée sous forme de bons d'achat chez les commerçants du Rhinci. Et donc, on en revient, puisque nous n'en avons pas parlé, à l'attention qu'il faut apporter au commerce, à la diversité du commerce et aux moyens de les aider. Bon. Pour le reste, attendez, ça c'était juste pour le Rhinci. Pour le reste, on le voit aussi, il y a un énorme changement à cette occasion, c'est le télétravail. C'est-à-dire que de plus en plus d'entreprises sont parties en télétravail, ce qui amène d'ailleurs des changements dans la conception des bureaux. Et je pense que c'est une chance pour la Rhinci. Alors ça, c'est aussi une chose que je n'ai pas pu dire. Mais dans la zone de la gare, je souhaite qu'on dégage des zones pour essayer de faire venir, puisque là encore, c'est professionnel, mais je connais un peu le monde des startups. Pas mélanger. Le président désormais d'ailleurs non opérationnel de Capgemini était mon témoin de mariage. Donc je souhaite faire venir des secteurs pointus d'informatique et de start-up au Rhinci dans un environnement agréable et sur une ligne E qui va à la fois à Saint-Lazare et à la Défense. Donc je pense que là, il y a un vrai projet à avoir et que le télétravail permettra de plus en plus à ce type d'entreprise de partir un peu plus loin en banlieue, ce qui facilitera la tâche de Mme Hidalgo. J'ai un peu de retard, donc, mais bon voilà, enfin un peu de retard dans le sens où j'ai de l'avance en temps de parole, mais c'est vrai que les Rinciens l'ont vécu comme tous nos habitants en France et dans le monde. Le Covid a touché tout le monde. Il y a eu une mobilisation des élus qui a été exceptionnelle. Et je remercie Pierre Marissal ainsi que les autres élus qui ont souhaité s'associer à nous 7 à 8 semaines après le début de la crise, mais c'était déjà ça.
le personnel a été vraiment très volontaire et je pense qu'on a mis quelque chose d'exceptionnel. Et les choses, pour répondre à votre question, ont changé. Notre état d'esprit a changé. La solidarité, la création des masques, même si nous en avons acheté, et c'était utile de pouvoir les distribuer, de pouvoir les donner à chaque habitant du Raincy. Nous sommes, je crois, la seule commune en Seine-Saint-Denis à l'avoir fait. Chaque habitant, et pas des masques distribués dans une boîte aux lettres. La convivialité, l'accueil et le fait qu'on puisse être toujours en distance. Ça a été vraiment très très important et ça a changé quelque chose. Et la raison pour laquelle, effectivement, on a changé un peu, non pas le projet politique, mais la façon de faire, ça a été tout de suite de dire il faut un plan pour sauver les uns ou les autres. J'ai en tête un commerce qui, si nous n'avions pas commandé 1 000 € de masques, serait tombé. Un commerce fondamental, tout petit, mais fondamental pour la vie de tous, pour la liaison entre tous, la solidarité. Et cette femme, son commerce, je ne dis pas qu'il est rayonnant, mais il est sauvé. Et on a lancé, et j'ai demandé à tous les services de commander chez les commerçants du Raincy. Et donc il y a un plan qui s'est établi de commande. Les fleurs ont été commandées chez nos commerçants fleuristes. Évidemment, les chocolats et autres, les cordonniers, tous les éléments. On a mis au pressing des éléments du personnel municipal. Et il y a un plan. Les terrasses, vous les avez vues, vous avez parlé des terrasses ou des restaurants. Ils sont très nombreux au Raincy. Au début du mandat, il n'y avait pas tous ces restaurants. Nous sommes allés les chercher, pour la plupart. Et aujourd'hui, il y a un plan terrasse, il ne se voit pas, il y a un plan terrasse au Raincy. Vous le voyez quand vous circulez dans les voies du Raincy, on a retrouvé de la convivialité, mais en assurant la distanciation. Et ça, c'est vraiment très très important que l'on puisse le dire. Donc on a changé, et le Covid nous a changé. Mais il faut aussi être prêt pour un deuxième Covid peut-être, et faire en sorte que tout cela soit prêt. Et nous sommes prêts, parce que la ville du Raincy a suffisamment de masques à distribuer aujourd'hui à toute la population, si cela revenait. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent, juger sur les forums, c'est le cas. Je le rappelle que nous sommes en direct pour débattre entre, au départ, les 3 candidats, et puis finalement les 2 candidats, Claire Gisard ayant préféré apparemment avoir une élection en parallèle de ce qu'on nous dit, elle alimente elle-même son propre live. Je suis amené à donner quelques infos sur les questions. On vous suit les uns les autres. Il y a beaucoup de questions qui reviennent sur. Vous avez parlé de terrasse. Là, il nous s'est carrément posé la question parc. Vous évoquiez l'un et l'autre cette notion. Donc l'environnement, nous pourrions rebondir, d'autant que je suis aux côtés de Marie-Claude Demandre et les infos elles circulent très très vite. C'est-à-dire que nous avons les questions des internautes et comme il y a des questions mais également des réactions et des commentaires, elles s'effacent. Alors je tiens à préciser que les équipes, bien sûr, compléteront les réponses de leurs candidats dans les heures qui vont venir sur tous les thèmes qui n'ont pas été abordés. Certains voulaient par exemple que vous reveniez l'un et l'autre sur les assistants maternels. Il y a beaucoup de choses qui sont passées et malheureusement nous avons une demi-heure pour poursuivre sur l'environnement, mais également un dossier très important que sont les seniors, bien sûr les finances, même si ça parsème l'ensemble de vos propos, et chacun des candidats aura ensuite un message personnel de 2 minutes à adresser à la population. Voilà pour la demi-heure qui nous reste à vivre et à partager ensemble. Pierre-Marie Rixat, vous vouliez rebondir? Et je ne sais pas sur quoi, dites-moi. Je vous propose de rebondir sur le thème de l'environnement, puisqu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Alors, sur le thème de l'environnement, je crois que la première chose à dire, c'est que la meilleure manière de défendre l'environnement ainsi, c'est de défendre l'habitat pavillonnaire, et l'habitat pavillonnaire sur de grandes parcelles. Parce que quand on survole le Raincy en avion, on voit tout de suite cette tache verte par rapport aux communes environnantes, parce que jusqu'à une date récente, et pour des raisons d'ailleurs légales, c'est indépendant des volontés des différentes municipalités, il était interdit de construire en zone pavillonnaire, par zone de centre-ville naturellement, la surface était inférieure à 800 mètres. Donc je rappelle que l'essentiel au Raincy de l'espace vert est privé et qu'il faut le conserver. Alors par ailleurs, le Raincy est une ville assez arborée,
Et moi, je souhaite continuer le développement des arbres, notamment à l'aide de Montfermeil, sur la place de la Gare, développer des parcs à vélo, notamment à la place de la Gare, il faut absolument un parc à vélo vidéo surveillé, des parcs à vélo aussi dans les zones commerçantes. Je souhaite transformer les allées parallèles aux grands axes, l'allée de Villemomble, l'allée de Gagny, etc., en allées à circulation douce pour les vélos, les piétons, les patinettes, etc., pour éviter de réduire l'espace circulant sur les grands axes. Et quant au jardin public, effectivement, on a des projets donc, de rééquipement et d'installation. Alors, nous avons un projet assez important sur le bas du parc Monory et éventuellement d'ailleurs sur l'espace jardin en face. Alors nous, sur l'ancienne maison des jeunes, on ne veut pas y faire un parking aérien, mais sous le bas du parc Monory et une partie de l'ancienne maison des jeunes en traversant la route, on pourrait faire un parking pour des activités culturelles. Dessus, sur le bas du parc Monory, avec des moyens pour contrôler et l'activité et le bruit, mettre du côté de l'Essage un city-stade qui serait bien placé, là, un endroit intéressant. Sur la place des fêtes, qu'il ne faut pas oublier, etc., on aurait mis un pan de track pour les enfants. Et il ne faudra pas oublier non plus pour le plateau des équipements sur la Duise. Ça marche. Michel Genessier également, un point. Vous parlez de parc, il en existe au Rincy, et la partie arborée de la ville est bien évidemment dans le domaine privé. Et d'ailleurs, pour préserver cela, j'ai pris un arrêté qui fait que le maire peut autoriser l'abattage d'un arbre sous certaines conditions, ce qui a limité le nombre d'abattages des arbres sur le Rincy. Ça, c'était une première visée sur ce sujet de la végétalisation. Évidemment, 450 arbres ont été plantés en 6 ans, dont 150 pour le 150e anniversaire de la ville en 2019. Et tout le monde s'en souvient de ce grand spectacle et de tout ce que nous avons pu faire avec des moyens. On a retrouvé nos racines. Forêt j'étais, ville je suis. Voilà, donc... Béton, je ne serai pas. Et voilà, certains disaient Bouygues, je ne saurais pas. Et donc voilà, maintenant on dit béton, je ne saurais pas. Et ça c'est certain. Et effectivement, préserver les belles maisons du Rincy, ça c'est un objectif dans le cadre du PLU. Et on l'a vu. Je dirais simplement, je vous rappellerai que j'ai refusé l'équivalent de plus de 500 logements en permis, donc refusé pour l'année 2019 et l'année 2018. C'est-à-dire qu'il y a un outil qui est le PLU aujourd'hui révisé qui permet d'empêcher cela. Maintenant, il faut aller plus loin et il faut planter, évidemment. Pierre Marissal a parlé de sujets que j'ai pas très bien saisis, mais de mettre des pump tracks et autres. Voilà. Moi, je pense que ce qui est important, c'est l'intergénérationnel. Et que quand on plante quelque chose pour les jeunes ou pour les aînés, il ne faut pas que ça vienne perturber les jeunes ou les aînés. Et ça, c'est fondamental. Et c'est pour ça que le City Stade a été positionné. Il sera ouvert là dans les prochains jours au boulevard du Nord et il permet d'être dans une zone où les jeunes peuvent s'exprimer sans avoir de perturbation en fait des riverains. Vous avez quasiment fait la transition, Jean-Michel Genessier, avec le thème qui va arriver, c'est-à-dire les seniors, mais avant, tous les deux réagir puisqu'on a eu une proposition d'aménagement de carrière. Mais si j'ai bien compris, le fil passe très vite, cela voudrait... C'était les carrières de l'Ouest dont nous avons déjà parlé. Non, à mon avis, à mon humble avis, il s'agissait d'un sujet dont on a déjà parlé, qui était le sujet des carrières de l'Ouest, qui ne sont pas sur la commune du Rincy, mais sur la commune de Gagny, mais limitrophe de la commune du Rincy. Et je crois, alors j'étais assez inquiet parce qu'il fallait rester vigilant, parce que le projet avait été arrêté, grâce à la mobilisation citoyenne d'ailleurs, et une action associative à laquelle j'ai été associé, j'ai fait toutes les manifestations et toutes les réunions. Et je crois que le nouveau maire de Gagny vient de voter dans son conseil l'acquisition de ces carrières, donc pour en faire un jardin public. Alors, l'intercommunalité, elle passera par le PT et par la région, mais tant mieux pour la ville du Rincy, c'est tout ce qu'on peut dire, à mon avis, sur ce sujet. Moi, je veux bien parler des carrières, parce que c'est un sujet qui nous a mobilisés. Conseil municipal vote à l'unanimité de tous les élus d'un vœu visant à faire qu'il n'y ait pas de construction de logements
pas de béton sur cet espace de 14 hectares. Mais il y a des difficultés de stabilité des terrains, et c'est la raison pour laquelle je suis allé moi-même dans les carrières, à l'intérieur, dans les profondeurs des carrières. C'était un peu dangereux d'ailleurs avec un ingénieur, et j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait de grands sujets à traiter, notamment la qualité des déchets qui avaient été entreposés dans les décennies précédentes, et il faut évidemment consolider. Que la ville de Gagny achète, c'est plutôt une bonne chose. Il faut voir si le vendeur est preneur de ce prix, évidemment c'est très important, mais quid de la sécurité pour les Rincéens? Et ça, tout le monde dit oui à l'espace vert, et je fais partie de cela, mais la sécurité pour les Rincéens, elle est essentielle. Et cette vingtaine de maisons qui peut être en difficulté s'il y avait un mouvement, eh bien, nous devons nous en occuper. C'est ce que j'ai fait depuis maintenant plusieurs années. Alors, nous allons parler dans un instant des seniors. Nous aurons encore à revenir sur les finances, parce que c'était un thème à part entière, mais parmi les questions comme ça qui arrivent, qui n'étaient pas des thématiques, mais qui reviennent régulièrement, à tous les deux, la même interrogation: serez-vous un maire à 100%? Et si j'ose dire, allez-vous l'un et l'autre renoncer à votre carrière? Puis j'ai pris l'habitude de commencer, je vais commencer. Il est vrai que la rémunération du maire du Raincy permet difficilement à un cadre qui a une famille de vivre. Et donc, moi, si je suis élu maire du Raincy, je prendrai ma retraite. Et je serai donc maire à 100%, et je crois qu'il y a besoin. C'est l'incohérence un petit peu des statuts des maires de villes de statut intermédiaire comme le Raincy. C'est que la rémunération ne permet pas de vivre à temps plein, mais il est nécessaire d'avoir un maire à temps plein, à la fois parce que je crois que les habitants ont besoin d'être rassurés par le fait qu'ils pourront voir leur maire et lui poser les questions qui les inquiètent, et à la fois parce qu'il y a énormément de sujets désormais à traiter et qui nécessitent un investissement de tous les instants. Je vais vous répondre moi à cette question parce qu'elle est très importante. Pierre Marissal n'aurait pas dit ça il y a 6 ans, évidemment, puisqu'il nous l'annonce. Il nous l'annonce. Il va être à la retraite et il aura 100% de son temps. Moi, je pense qu'un maire, il doit être libre. Un maire libre, c'est quelqu'un qui a la capacité d'avoir des rémunérations qui ne sont pas les indemnités, pas la rémunération, des indemnités de maire, qui sont effectivement très faibles et qui ne couvrent pas du tout les frais que nous devons engager. Et un maire, il doit avoir la capacité à avoir toujours ce relationnel avec tous les acteurs publics, politiques, qui sont à l'extérieur. Vous savez, quand on est dans son bureau, moi j'ai entendu une candidate dire « je serai à 100% dans mon bureau ». Ben non. Un maire, il ne doit pas être 100% dans son bureau. Il doit être quasiment 90% à l'extérieur pour aller chercher les subventions, pour créer, monter les dossiers et faire que l'aura de la ville et les capacités à pouvoir drainer le plus positif à l'extérieur se fassent. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant ces 6 années. Et Pierre-Marie me contredira probablement, mais plusieurs des Rincéens m'ont dit, vous étiez, pendant cette période du Covid en particulier, à 3000%. Vous voyez, 18 heures par jour, à la mairie, à piloter, à faire, etc. Et donc, c'est toujours possible, avec les moyens modernes, de faire de la téléconférence et d'être extrêmement présent et de recevoir un minimum 30 ou 40 personnes par semaine. Je profite juste d'une parenthèse en temps pour rappeler à celles et ceux qui nous suivent que nous allons aborder la thématique des seniors. Vous pouvez également poser vos questions sur les seniors. Et voilà, c'est une question également qui est là, mais qui prolonge vos propos à tous les deux. Les internautes se disent, mais du coup, alors c'est quoi l'indemnité du maire du Raincy? Il faut demander au maire. Écoutez, moi je peux vous dire que ce qui est l'indemnité du maire du Raincy actuellement, net, c'est 1400 €. Voilà, donc j'ai en bas de la feuille, net, 1400 €. Voilà. Merci pour cette précision. Donc je vous invite tous les deux à parler des seniors, sachant qu'il y a une question qui pourrait peut-être s'y connecter. Tout à l'heure, il y a eu, si je ne me suis pas trompé, je crois une question sur une bibliothèque. On sait que les seniors aiment lire. Alors, quels sont les projets que vous envisagez pouvoir associer à la vie des seniors qui apparemment sont bien présents sur la commune? C'est toujours moi qui commence. J'ai parlé plus que Pierre Marissal, donc je pense que c'est à lui. Alors, donc, les seniors, là encore, je vais radoter un peu, mais je pense que pour eux, ce qui est bien, c'est d'avoir un environnement agréable, une ville équilibrée, dans laquelle ils puissent se sentir en sécurité. Une fois que j'ai dit ça, je rappelle que, alors,
effectivement, d'ailleurs, suite à des projets immobiliers. À ma connaissance, il y a 2 projets de maisons médicalisées privées qui sont prévus. Pas médicalisées, Enfin, des résidences seniors. De ouais. résidences seniors. Privées, une en bas des marches Gambetta et l'autre dans l'immeuble ICAL. C'est ça. Et alors là, nous n'avons pas parlé du site Villers-Lefebvre, mais je pense que dans une solution envisageable avec l'ARS et la directrice des hôpitaux de Montreuil, Montfermeil et Aulnay, il serait possible de mettre un EHPAD sur le site de Villers-Lefebvre. Donc, pour les personnes âgées qui veulent aller en établissement collectif, dans les années à venir, il y aura de l'offre. Mais ma priorité, c'est le maintien à domicile pour tous ceux qui veulent, et je souhaite que la ville mette en moyen tout ce qui est possible, en télésurveillance, en portage de repas, etc., pour que les gens puissent rester à domicile. Par ailleurs, une bonne idée, d'ailleurs il n'y a pas que moi qui l'ai, je crois, mais une bonne idée, c'est de créer un conseil municipal des seniors sur le modèle du conseil municipal des enfants. Et comme ça, on pourra écouter leurs besoins. Et puis, naturellement, maintenir les services dont ils disposent actuellement, voyages, spectacles, etc., qui pourront faire l'objet de recensement et d'amélioration, éventuellement, voire d'ouverture. Parce que, voilà. Alors, dernier point important, probablement, si les finances le permettent, le rétablissement d'une navette. Jean-Michel Messier, sur le thème des seniors. Pierre Marissal a déclaré que ma politique en direction des seniors était bonne, puisqu'il y a 2 résidences seniors en construction, une de 92 logements et une de 68 logements. L'EHPAD de Villers-Lefebvre, je m'étais engagé pendant tout le mandat à 90 lits de cet EHPAD. Aujourd'hui, je peux annoncer que nous pourrons avoir entre 120 et 130 lits d'EHPAD. La demande est énorme, et en particulier au Rincy. Donc ça, c'est un élément qui peut rassurer les Rincéens en se disant, bien, on peut se projeter, et à l'avenir, si on a un accident de la vie, si on a une difficulté, eh bien, on pourra avoir la résidence senior ou l'EHPAD sur place dans notre belle ville du Rincy. Parce que c'est ça qui fédère les gens, la belle ville du Rincy. Il y a beaucoup de seniors qui n'ont pas les moyens de ces maisons. Alors, eh bien, pouvoir rester chez soi, évidemment, c'est un objectif. La téléalarme, elle existe. D'ailleurs, je vais vous donner une anecdote. L'ancienne municipalité à laquelle participait M. Salle, mais ce n'était pas lui qui l'avait décidé, c'était l'autre adjointe, Claire Gisard. Eh bien, la téléalarme, le prix n'était pas le prix coûtant qui était demandé à nos aînés. Le prix était supérieur en fonction de la rémunération et des revenus des aînés. Et donc, la ville gagnait de l'argent sur cela. J'ai rétabli un prix normal et on a baissé de 40% le coût de la téléalarme qui vaut en particulier pour les plus démunis, ou en tout cas les personnes qui ont le plus de besoin. Attends, excusez-moi, je vais revenir sur le maintien à domicile. Parce que vous avez dit les plus démunis qui ne peuvent pas se payer. C'est pas mon objectif. Moi, je pense, moi j'ai perdu mes parents récemment, mais je pense que c'est un grand luxe d'être maintenu à domicile. C'est pas seulement... si les gens ont des difficultés pour aller dans une structure collective, il faut trouver les moyens, avec l'assistance sociale, etc., de les aider. Mais il faut aider les gens qui veulent, quel que soit leur niveau de revenu, rester chez eux. C'est pas une solution au rabais de deuxième zone. Beaucoup de gens souhaitent rester le plus longtemps possible dans leur domicile. Alors, dans les remarques qu'il y a, il va de soi qu'il n'y a pas que les seniors qui lisent, mais l'ensemble de la population. Et je suppose que également la personne qui propose que des bancs pour les personnes vieillissantes soient installés au Rincy. J'ai oublié tout à l'heure. Mais bien sûr que c'est prévu. Donc c'est prévu par chacun d'entre vous ? C'est prévu, évidemment. Mais pas partout. Parce qu'on a toujours cette difficulté, on met des bancs, et quelquefois, il y a d'autres populations que les aînés qui viennent. J'ai en tête, Pierre Marissal a peut-être eu des réclamations de la part de ses adhérents, et qui disent, mais il faut absolument supprimer les bancs à tel endroit, parce que ça crée une gêne auditive, et donc c'est une vraie difficulté. Donc il y a un cheminement des bancs, c'est-à-dire d'aller de banc en banc pour certaines personnes. Et donc, la carte est prête et on pourra la mettre en place d'ici au mois d'octobre prochain. Alors, pour ce qui concerne les bancs occupés par des jeunes qui font du bruit, on a parlé des parcs publics. Je crois qu'il faut aussi parler des équipements fermés pour ceux qui ne veulent pas faire du sport ou discuter, et qui soient bien équipés en matière d'isolation phonique. Et il faut prévoir des salles pour que les jeunes puissent se regrouper, discuter, etc. Et
les personnes âgées également, les personnes seniors, pardon, et ce qui permettra d'ailleurs aux uns et aux autres de discuter, de parler entre eux, de s'échanger, les jeunes pouvant apprendre aux personnes âgées à utiliser leur smartphone, les personnes âgées pouvant aider les jeunes à faire leurs devoirs, etc. Donc moi je pense qu'il faut des endroits sécurisés et surveillés ou fermés, où les jeunes qui ne veulent pas se livrer à des activités physiques puissent se regrouper sans être à l'air libre et déranger les riverains. Alors, un clin d'œil à tous les deux, vous avez vos fans, hein. La clarté de votre part, Pierre-Marie Salle, est soulignée, la connaissance des dossiers est soulignée par vous, Jean-Michel Genestier, et apparemment, les compliments vont de part et d'autre sur tous les domaines. Donc sachez-le, ça peut vous faire du bon au cœur, puisqu'il reste encore une quinzaine de minutes, et nous allons aborder la question cruciale des finances, puisque 6 ans après, la donne a changé. Est-ce que c'est une transition, justement, pour aborder la question des finances, que de parler de l'Ermitage ? Moi, je veux bien parler de mon projet sur l'Ermitage. Alors, parlons de l'Ermitage. L'Ermitage fait partie de l'ensemble du problème ou de la problématique Valère Lefebvre. Vous savez que Valère Lefebvre, ça avait été un legs au début du siècle de Monsieur Valère Lefebvre, qui était quelqu'un d'assez fortuné, qui avait laissé sa propriété à la ville sous réserve d'en faire un hospice pour personnes nécessiteuses. Alors, ça a été transféré à l'hôpital de Montfermeil, et l'hôpital de Montfermeil a acheté les parcelles alentour. Lorsque l'hôpital du Raincy, à l'époque, a été déplacé à Montfermeil, l'hôpital de Montfermeil est resté propriétaire du centre, de la circonférence, mais comme il s'agissait d'un legs à la ville de Raincy, le Raincy était propriétaire du centre. La maison de retraite de l'Ermitage appartenait à l'hôpital. La maison de retraite de l'Ermitage a été fermée pour des raisons sanitaires, puisque il y a maintenant une bonne dizaine d'années. Et dans le cadre de la solution globale avec l'hôpital, dans le cadre d'ailleurs probablement de la reconstruction de l'hôpital de Montfermeil, il serait possible de rapatrier sur le site Valère Lefebvre donc un EHPAD, on en a parlé. On pourrait y mettre une maison médicalisée qui serait gérée par les médecins de ville du Raincy. On pourrait y mettre également quelques logements le long de la voie ferrée, peut-être pour des organismes sociaux appartenant au personnel, logeant des personnels de santé, et la ville de Raincy recevrait alors le site de l'Ermitage qui appartenait historiquement à l'hôpital. Alors je sais que certains voudraient y faire une école, des bâtiments, etc. Une école, j'y crois pas du tout, parce qu'il y a déjà Saint-Cloud à côté qui pose des tas de problèmes parce que c'est enclavé en zone pavillonnaire, donc c'est très mal placé. En revanche, on nous dit que de nombreux élèves de classe préparatoire du lycée Schweitzer n'ont pas de logement, ou trouvent difficilement des logements chez l'habitant. On pourrait donc y faire une résidence étudiant pour étudiants en classe préparatoire à Schweitzer, ce qui nous permettrait en plus d'avoir des logements sociaux en plus dans notre quota SRU. Ok, je rebondis, parce que des étudiants, ça fait du bien à la jeunesse. Il est dit sur différents forums que la vie vieillit, c'est pas ça qui va faire attirer, les Parisiens. Donc il y aura comme ça des mini-questions sur lesquelles nous allons vous proposer de rebondir, comme la vie étudiante, la vie associative aussi. Et pour l'instant, rebondissons sur ce qui apparemment est dans l'héritage. Moi, je pense qu'il y a un sujet important. Et alors, Pierre-Marie Salle a oublié une étape dans Valère Lefebvre. C'est le fait qu'Éric Raoult, quand il était maire en 2013, a signé un protocole d'accord qui a visé à faire que l'hôpital récupère Valère Lefebvre, plus de 8500 m² appartenant à la ville, et que la ville elle-même devienne propriétaire de l'Ermitage, 4500 m², avec une valeur extrêmement différente. Et donc je pense que la ville a été flouée de environ 3 millions d'euros. Et donc dans la négociation qui doit s'ouvrir, que j'ai déjà engagée, je ne vous le cache pas, avec l'hôpital et en particulier avec la directrice, eh bien nous devons rééquilibrer ça. C'est-à-dire qu'Éric Raoult a fait perdre à la ville entre 2,5 millions et 3 millions. Le maire adjoint chargé des finances était Pierre-Marie Salle, mais je ne vais pas le blâmer pour ça, peut-être qu'il n'était pas complètement aux manettes. Mais c'est très important quand même de savoir ça. Et aujourd'hui, lorsqu'on a à mener un projet, c'est bien de parler des étudiants. Je rappelle qu'il y a 114 logements étudiants aujourd'hui à l'École Nicolas Carnot. On pourra en avoir plus, mais il faut penser au rééquilibrage et au fait que la ville doit récupérer ces 3 millions dans une négociation qui doit être très pointue et très structurée avec l'hôpital en particulier. Alors, si on peut revenir 2 minutes là-dessus, quand même, parce que le site de l'Ermitage est un site aussi assez volumineux, et à l'époque, le PLU permettait de faire des choses, mais je ne suis pas certain qu'il faille identifier à cet endroit. Par ailleurs, la ville n'est propriétaire que du centre,
de l'ex-hôpital Valère-Lefebvre, les parcelles autour étant propriété de l'hôpital. Moi, je pense que l'intérêt... On a une carte à jouer, là, à prendre, avec le problème de renégociation, j'ai oublié tout à l'heure, de l'établissement de moyen long séjour, de l'EHPAD, d'une maison médicalisée et de logements pour personnel de santé. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans des traitements comptables, il faut aller de l'avant très vite, parce que le train ne repassera pas. Ça s'était produit d'ailleurs il y a une dizaine d'années, on a vu droit à un EHPAD, il y a eu des problèmes d'ailleurs de legs qui sont, je n'accuse personne, mais qui fait qu'après, on n'a plus droit à l'EHPAD. Moi, je crois qu'il y a un sujet important. C'est qu'à l'époque, il fallait demander à la justice si le legs Valère-Lefebvre correspondait aux objectifs d'EHPAD, qui étaient les objectifs de Pierre Marissal et d'Éric Raoult. La question n'a pas été posée à la justice. Moi, je l'ai posée au mois de juin 2014. Ça a mis 6 ans, certes, mais ça n'avait pas été fait auparavant. Et donc, on a perdu beaucoup de temps. Donc, quand on nous dit qu'en 6 ans, on n'a pas fait énormément de choses, je peux vous dire qu'on a fait énormément de choses. Et aujourd'hui, tout est prêt. On n'a plus qu'à léguer aux Rincéens énormément d'éléments qui vont faire que la ville, va briller encore plus pour ses habitants et pour l'extérieur. J'ai pas bien vu lesquels. Mais... Ça, c'est une question de vue entre vous et moi. Un mot sur ce que vous feriez pour les jeunes avant qu'on aborde la finance, puisque ça revient sur vos 2 pages respectives, la jeunesse, les étudiants. Alors, moi je veux bien, les étudiants qui souhaitent avoir la capacité de pouvoir sortir de chez eux pour réviser. Nous l'avons fait déjà depuis 4 ans, c'est-à-dire étendre les horaires de la médiathèque, mais aussi maintenant mettre à disposition d'autres salles décentralisées, moins concentrées, pour faire que chacun puisse avoir son espace cosy à l'extérieur du domicile et pas à la fac ni dans la grande école, en tout cas dans les lieux d'éducation habituels. Ça, c'est un élément important. Faire en sorte qu'avec la fibre, ils puissent avoir à tout endroit la capacité de se brancher et faire l'ensemble des téléconférences qu'ils peuvent faire aujourd'hui dans le cadre du Covid. C'est un ensemble d'éléments, mais qui sont importants. Et après, il y a les jeux. Et les jeux, effectivement, on a plein de choses pour faire qu'il y ait des endroits gardiennés, surveiller pour que les jeunes se retrouvent plutôt que d'être sur la voie publique. Ça, c'est un élément qui a déjà d'ailleurs débuté de façon expérimentale avec quelques dizaines de jeunes. Normalement, on parle de jeunesse et sport. Sur le sport et la jeunesse, on a d'autres, réagissez si vous souhaitez. Alors, moi, je n'ai pas parlé des... Alors, moi, je vais commencer un peu plus tôt, je vais parler des écoliers, parce qu'il semble qu'on a supprimé quelques postes d'ATSEM, et il y a des difficultés sur les crédits alloués dans les écoles. Je pense qu'il faut ouvrir un tout petit peu le budget dans ce secteur, les sorties scolaires, l'augmenter un petit peu le nombre d'ATSEM, et là encore, comme pour toujours tout ce qui est délégué, contrôler, surveiller la qualité de l'encadrement périscolaire. Par ailleurs, au niveau de la restauration scolaire, aller dans le bio et le circuit court. Pour les ados et les jeunes, je vais aller un peu plus vite puisqu'on a parlé de l'aménagement des parcs, du pont de track, du city-stade, on a parlé d'une salle pour les jeunes. Il ne faut pas oublier la culture et dans la politique culturelle qui n'est pas dans les sujets qui avaient été retenus avec l'autre candidate, mais il faudra aussi une politique culturelle adressée en direction des jeunes. Et vous m'aviez posé comme autre question... Sport et jeunesse. Sport. Alors, le sport, je voudrais juste finir sur le sport. Le sport au Rassis, c'est très axé sur les associations. Et donc, il faut avoir une action attentive et bienveillante vis-à-vis des associations qui ont besoin d'équipements. Parce que qui dit association dit emplacement. Alors, les associations culturelles, il leur faut des salles, les associations sportives, il leur faut des stades, et je pense qu'il faut être assez attentif là-dessus. Ça amène une dernière question sur la piscine, puisque j'ai rencontré des présidents d'associations qui sont actuellement à la piscine et qui sont inquiets sur le devenir du fonctionnement de la nouvelle piscine, qui ont peur d'en être exclus par une privatisation de l'activité. Alors, il n'y aura pas de privatisation de la piscine. Je l'ai redit, d'ailleurs, à l'ensemble des présidents. Donc, on est dans de la politique, vous voyez, je dis pas, etc. J'ai redit aux présidents des associations nautiques qu'il n'y aurait pas de privatisation de cet établissement. Mais je souhaite que cet établissement puisse avoir un regard particulier sur le monde scolaire et qu'on puisse faire que tous les enfants
en nage jusqu'au CM2 puissent apprendre à nager, que l'ensemble des acteurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, aient un accès privilégié à la piscine du Rincy. Ça, c'est évidemment un engagement. Il sera tenu dès le mois de septembre, dans le courant de ce mois de rentrée. Eh bien, vous voyez, quel que soit le maire, les présidents d'associations sportives peuvent être assurés. Voilà. Alors, terminons par les finances. Pour l'un et l'autre, en tout cas dans les grandes lignes, puisque c'est l'orientation que vous allez leur donner, il y a des choix derrière. Pour les 6 prochaines années, l'un et l'autre, quelle va être votre politique budgétaire notamment? Vous laissez la main Pierre-Marie Sall, Jean-Marie Genessier. Comme vous voulez. Jean-Michel. Ok. Oui, enfin, allez-y. Moi, pour ce qui concerne les finances, la ville du Rincy est dans une situation extrêmement contrastée. C'est-à-dire que vous savez que les finances d'une ville, il y a une section de fonctionnement et une section d'investissement. La section de fonctionnement consiste à financer les dépenses courantes, et pour l'essentiel, pour 80%, les dépenses de personnel, plus les dépenses d'entretien, etc. La section d'investissement, c'est pour les gros investissements. Alors, la section de fonctionnement s'équilibre par l'impôt. C'est-à-dire que si on ne peut pas, contrairement à la République, emprunter pour payer les dépenses courantes. Dans ces conditions, on a une panne. Dans ces conditions, il faut effectivement être très très vigilant si on veut maîtriser les dépenses publiques à tout ce qui est dépenses de fonctionnement. Et d'ailleurs, merci beaucoup, je l'ai déjà dit dans les précédents budgets, on vote toujours en début de mandat des budgets que je considère comme déséquilibrés, puisqu'il y a plus de dépenses que de recettes, et on les équilibre au compte administratif. Alors, le budget, c'est les dépenses prévisionnelles, le compte administratif, ce sont les dépenses constatées, et on l'équilibre au compte administratif parce qu'on a des dépenses de personnel qui sont très inférieures à ce qui est budgété, mais elles sont très inférieures parce qu'il y a plein de postes, et notamment de cadres qui ne sont pas pourvus. On a eu beaucoup de directeurs généraux de services, de directeurs de la voirie, de directeurs techniques, de directeurs culture, etc. Et entre-temps, on n'en a pas. Et donc, on équilibre comme ça. Donc, on a une section de fonctionnement qui est très fragile. En revanche, effectivement, par le legs du précédent maire, par le fait qu'on a vendu un certain nombre de biens dans ce mandat, notamment le collège Corot, etc., on a une cagnotte qui ne s'est pas consommée parce qu'on n'a rien fait, puisqu'on devait faire le centre culturel, on ne l'a pas fait, on devait faire la piscine, elle n'est pas faite, on devait refaire les trottoirs, on ne les a pas fait. Alors tout va être fait après les élections, semble-t-il. Mais bon, il aurait mieux valu les faire dans les 6 ans. J'avais dit aussi, d'ailleurs, à chaque budget, qu'on frisait le budget insincère, puisqu'on votait 22 millions de dépenses d'investissement et qu'on en faisait péniblement 2 ou 3. Alors, puisqu'on a une cagnotte, profitons-en. Je pense qu'il faut à tout prix faire des dépenses d'investissement qui fassent des économies de fonctionnement. C'est d'ailleurs pour ça qu'en sécurité, je parlais éclairage, je parlais... le foncier est cher. Hein. Je lis ici... Si je dis tout ça, c'est parce que j'ai la ferme volonté de ne pas les augmenter. Voilà, très info, très clair. Ah ouais, vous êtes en train de me dire que je parle trop, excusez-moi. Jean-Michel Genessier, nous avons terminé le temps du débat officiel. On débordera très légèrement. Pour Pierre-Marie Sall, il me reste 1 minute 20. Pendant ces 6 années, j'ai baissé les impôts de 0,4%. C'est très faible. Mais en tout cas, ils n'ont pas augmenté. Et nous avons tenu. Pierre-Marie Sall rentre toujours dans une comptabilité avec le compte administratif. On ne comprend pas toujours, d'ailleurs, exactement quelles sont les expressions, mais on a eu ces débats-là pendant 6 ans à chaque débat budgétaire. L'essentiel, oui, c'est dur de ne pas être compris non plus, mais... non, ça c'est grave, excusez-moi. Oui, c'est très grave d'ailleurs, oui, mais bon, après ça vous regarde de ne pas être compris. Non, c'est les finances publiques et les RCA que ça regarde. Bien sûr, mais attendez, je pense qu'on a ramené du sérieux, vraiment, sur ce sujet-là, et que les Rincéens, de budget en budget, peuvent voir qu'il y a un financement qui est très clair. Évidemment, le fonctionnement se finance sur l'impôt, et nous n'avons pas d'augmentation de cette partie-là. Mais, en revanche, nous avons augmenté le nombre de services aux Rincéens. Et quand Pierre-Marie Sall dit qu'il n'y a pas eu d'investissement, il oublie simplement qu'il y a eu une école, qui est l'école des Fougères, qui a été refaite par sa coque, avec des économies d'énergie à chaque fois, et que les travaux dans les écoles ont été extrêmement nombreux. Attendez, les chasses d'eau, quand je suis arrivé, il y en avait 40 qui fuyaient.
Alors c'est un détail, et oui, mais cette politique de détail a fait que dans les bâtiments, on a repris tous ces éléments-là et on a mis à plat. Et on a bien vu la section de fonctionnement diminuer. La consommation des voitures, on est à moins 60% sur la consommation des véhicules et tous les véhicules vont passer à l'électrique d'ici à la fin de l'année. Ce sont des éléments comme ça qui font que, eh bien, très clairement, on s'engage pour que le taux des impôts n'augmente pas pour ces 6 prochaines années. Ok, donc si je reformule, tous les deux vous engagez pour que les impôts n'augmentent pas. L'un, Pierre Marissal, dit pas beaucoup de choses ont été faites. Et vous, Jean-Michel Junessier... Je suis désolé, les chaises d'eau ont été changées. Il vous reste à chacun... Vous voyez bien que Pierre-Marie est taquin et qu'il utilise quelques arguments comme cela. Et il oublie évidemment la réfection du parquet du centre Omnisport qui a été refait complètement et d'autres investissements qui ont été très très importants sur tous les systèmes de sécurité électrique et sur l'ensemble des systèmes d'aération auxquels voilà, on peut attacher évidemment une grande importance pour la qualité de vie de nos habitants. Tous les deux, je vous invite à regarder vers le futur, vers les 6 années à venir. Qu'avez-vous chacun à dire aux Rincéennes et aux Rincéens qui dimanche prochain, auront à faire un choix? Pierre Marissal? J'ai toujours commencé, je vais laisser le parole. J'y vais? Eh bien, écoutez, très bien. Moi, je voulais dire aux Rincéens que ces 6 années ont été extraordinaires parce que l'engagement des élus a été total, jour et nuit. Nous avons mis en place beaucoup de systèmes qui ont permis de sécuriser la ville et peut-être que l'optimum a été vécu par tous les Rincéens dans le Covid, dans cette crise exceptionnelle que nous avons tous vécue ensemble. Mais au-delà de cela, de cette crise, eh bien, ce que je souhaite, vraiment du fond du cœur, c'est que la politique qui a été menée soit poursuivie. Pas pour dire qu'on est divisé avec certains opposants, mais pour essayer de faire qu'on puisse se tendre la main, qu'on puisse se rassembler, qu'il n'y ait pas de division politique, je reste sans étiquette, sans être de gauche évidemment, mais faire en sorte que cette ville brille et qu'elle continue à être au top des hit-parades, des villes où on vit bien. C'est ça le Rincy. Le Rincy, on le compare à Vincennes, le Rincy, on le compare à Sceaux, on le compare au Vésinet, à toutes ces villes. Et tout le monde veut venir vivre au Rincy. C'est qu'il y a une raison. La raison, c'est son histoire et c'est la politique qui a été menée. Et donc pour que les enfants, pour que les adolescents, pour que ceux qui travaillent, les cadres et les autres, soient dans la sérénité et se disent « je vais vivre apaisé dans ma ville, dans ma commune, là où j'ai mes racines ou peut-être mes nouvelles racines », il faut poursuivre cette politique. Je pense qu'il ne faut pas faire de retour en arrière. Beaucoup ont critiqué la politique d'Éric Raoult et j'ai été le premier. J'ai condamné beaucoup de choses. Et je crois que Pierre Marissal, qui a eu le courage de dire oui à cette demande de débat, et Claire Gisard ont participé à cela. Ils ont été à chaque fois avec lui. Je pense que c'est un retour en arrière. Ce que nous vous proposons, dans le cadre de cette politique que nous avons menée, c'est une projection. Il y a un renouvellement de l'équipe. Et aujourd'hui, il y a un spectre beaucoup plus large. Et faisons en sorte que nous puissions gouverner ensemble. Un conseil économique social et d'autres instances comme le Conseil des sages, que je cite maintenant, font que Conseil municipal d'enfants, Conseil municipal des jeunes et autres, c'est tous ensemble, en dehors des divisions politiques, que nous pourrons faire que le Rincy soit le Rincy de l'excellence. Merci Jean-Michel Junessier. 2 minutes pour vous. Alors, le Rincy est une ville équilibrée. Le Rincy est une ville équilibrée en termes de sociologie. Il y a un tiers, je répète, de gens aisés, un tiers de classe moyenne, un tiers de gens plus en difficulté. C'est équilibré en termes de classe d'âge, contrairement d'ailleurs à une réflexion qui peut être faite. Il y a un tiers de gens aisés, un tiers de seniors, un tiers de gens dans la force de l'âge et un tiers d'enfants. C'est une ville qui est équilibrée aussi parce qu'elle a 3 centres. La gare, qui est le centre de la vie économique, le rond-point-Thiers, qui est déjà plus résidentiel, et le plateau qui présente un entre-soi de village. Il faut absolument conserver tout ça. Il faut que le Rincy reste le quartier résidentiel de Seine-Saint-Denis. La mixité sociale, ça va dans les deux sens. Et ce n'est pas gagné d'avance, il va falloir se battre pour ça. Mais je souhaite, si je suis élu maire, être le maire de tous les Rincéens, tendre la main à tous les Rincéens pour travailler ensemble de façon transparente sur tous les projets, pour inventer ensemble le Rincy de demain. Merci. Merci à tous les deux pour ce mot de la fin. Je vais remercier ici toutes les équipes qui nous ont accueillis de Common Group pour la réalisation de ce live sur les pages respectives des candidats. Candidats qui eux-mêmes ont
leurs équipes pour assurer également d'autres images. Merci à Marie-Claude Demandre, journaliste politique, qu'on peut retrouver si vous vous intéressez à l'information parlementaire sur les chaînes de télé, qui m'a aidé à le foisonnement des questions, en choper quelques-unes avant qu'elles ne disparaissent, avec le fil des réactions. Et tous les deux, bien sûr, je réitère une invitation à répondre aux uns et aux autres. Il y a vraiment beaucoup de sujets. Et je crois que tout le monde vous remercie d'avoir participé à ce débat, tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Ah, mais il y avait du public. Il y avait du public alors. C'est bien tenu.